père-fils, hein, de famille. Donc c'est difficile de faire la part des choses. Je vais essayer. Ce qui m'a étonné actuellement, surtout lors du passage du Festaco et lorsque je vois ces œuvres, je vois à quel point même aujourd'hui elles sont d'actualité. C'est comme si elles ne vieillissent pas. Et je vois toute l'émotion qu'elle provoque. Et son œuvre, elle laisse personne indifférent. Ce qui m'étonne, c'est que dans les années 60, 70, quand il commençait à écrire, il était tout seul dans son bureau et personne ne croyait en lui. Quand il a voulu écrire le Docteur Noir, la famille lui a dit, quand il a dit qu'il voulait écrire des livres, on lui a dit, mais Saint-Ben, comment tu peux écrire des livres, tu ne parles même pas français. Il avait une très 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 forte personnalité. Et lorsqu'il a voulu aussi faire du cinéma, normalement les études c'était de 6 ans, et lui, il a fait un stage en 10 mois, quoi. Et ça lui a suffi. Ce qui m'étonne surtout, c'est le fait que son œuvre ne vieillit pas. Présence africaine a eu la bonne idée de ressortir ses livres. Il y en a d'autres qui sortent, il y en a de nouveaux. Il y a l'ensemble de ces films qui sont remasterisés. Et chaque fois, c'est la même émotion. Pendant 2 semaines, à la Cinémathèque française, on a montré l'ensemble de ces films. Et chaque fois, on faisait salle pleine. Mais disons, ce qui m'étonne toujours, hein, je le répète, c'est que sa façon de voir les choses, d'expliquer, dans ses œuvres, on ne voit jamais le fond. Il y a toujours une histoire qui en cache une autre. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être sa force, quoi. C'est que malgré le fait qu'il soit étudié encore et encore dans le monde entier, on voit toujours, il a toujours quelque chose à apprendre, à découvrir. Voilà. Donc voilà quelques mots ce que je voulais dire. Je vais laisser la place aux autres. Valérie. Merci Alain. La transition sera radicale parce que je n'ai pas connu Samuel. Voilà, je ne le connais qu'à travers ses films et ses œuvres. Et donc j'ai écrit ce livre en 2018. Et en fait, c'est le fruit de 15 ans de travail et d'enseignement. En fait, j'enseigne la littérature et le cinéma dans une université américaine à Paris. Et depuis le début, je travaille sur plutôt la littérature et après le cinéma francophone africain. Et j'ai découvert Saint-Ben d'abord à travers ses livres, ses romans, et je les ai lus tous avec passion et j'ai commencé à les enseigner. Et mes étudiants adoraient, j'ai continué, donc je me suis plongée dans cette œuvre, comme dit Alain, qui n'en finit pas d'être vieille et jeune, et à chaque fois je trouvais des choses nouvelles, et voilà. Donc j'ai décidé il y a 3-4 ans d'écrire pour faire connaître Saint-Ben. Je me suis vraiment aperçue qu'à part un petit public, Saint-Ben n'était pas connu en France. Je travaille beaucoup avec le public américain. Aux États-Unis, il est beaucoup plus connu, hein, comme tu le sais, Alain. Donc voilà, donc c'était, comme je suis prof, c'était voilà, une œuvre pour le faire découvrir. Et je me suis intéressée à ces textes, à ces romans, à ces nouvelles et à ces films. Et donc voilà, donc c'est vraiment, j'ai voulu travailler dans sa totalité et d'étudier plus spécifiquement à chacune de ses œuvres. Et voilà, donc mon approche, c'était plutôt une approche esthétique,
parce que beaucoup de choses ont été dites sur Sandbell, le militant, ses œuvres anticolonialistes, et voilà. Et on l'a beaucoup regardé à travers des lunettes postcoloniales, et ça c'est très très bien, il y a beaucoup de choses, et donc moi c'était pas mon rôle et c'était pas ma qualité première, je suis plutôt une analyste de films et de textes, donc je me suis totalement plongée dans ses œuvres et d'essayer de voir ce qu'elle disait, ce qu'elle nous révélait, ce que l'on apprenait et pourquoi je les aimais. Ma première chose, c'était vraiment, j'adore cet auteur, j'adore cet univers. Plus je plonge dans cet univers, et plus je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, mes étudiants adorent, ils me demandaient des textes, je vais écrire un livre sur 15 ans de travail, de découverte de Sandbell. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que j'ai pu apporter dans ce livre? Beaucoup de choses, et je continue, j'essaie d'en écrire un deuxième. Avec Alain, on en parle beaucoup, vraiment plus particulièrement sur ces films et ces textes, comment ils se parlent, ils se mettent en relation, comment l'un enrichit l'autre, comment la littérature enrichit son cinéma et son cinéma enrichit la littérature. C'est vraiment une approche, et ça c'est ce que j'ai trouvé en travaillant. En lisant la préface de Galoire, Galoire, il a d'abord fait le film, réalisé le film, ensuite il a écrit le roman, ce qui est assez exceptionnel. Et je relis sa préface pour la 5e fois, et tout à coup, j'ai découvert quelque chose, et il parle de sa bigamie créatrice, bigamie entre le cinéma et la littérature. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ça. C'est vraiment ça qui est intéressant chez Sandbell, c'est ces allers-retours entre ces deux médiums. Et ça m'a particulièrement intéressée parce que à la fac, j'ai animé un atelier de littérature et cinéma. On a écrit un livre sur les écrivains cinéastes, et on s'est aperçu qu'en fait, peu d'écrivains réussissaient une carrière de cinéaste. C'est presque impossible. Alors, je ne vais pas vous les citer tous là, mais bon, je pourrais dire Alain Robbe-Grillet, par exemple, ou Marguerite Duras, c'est plus compliqué, Sandra Ars, tous les surréalistes qui ont essayé de faire des films. Alors on a fait un recueil, un livre sur les écrivains cinéastes, et vraiment on s'est aperçu que peu réussissaient. Et donc, pourquoi? Il y avait beaucoup de raisons, mais Sandbell est parvenu. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, j'ai voulu creuser, et qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi il reprenait ses textes et ses films. Alors pour vous situer un tout petit peu, c'est que, pour ceux certains connaissent très bien l'œuvre de Sandbell, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins, il a écrit, je comptabilisais si je retrouve mes notes, il a écrit une dizaine de romans. Il a fait à peu près 13 films, réalisé 13 films, 16 nouvelles, écrit 16 nouvelles, et sa particularité, c'est qu'il a repris ou adapté beaucoup de ses propres œuvres. Donc c'est ça sa bigamie, c'est que, par exemple, La Noire 2, il a écrit c'est le salon africain du livre à Paris. Voilà, merci à tous. C'est compliqué, mais entre 58 et 62, c'est publié en 62, et il réalise La Noire 2 en 66. Et voilà, donc c'était un processus qui est très important pour lui, et il a donc fait beaucoup d'adaptations de ses propres œuvres. Il n'a pas fait que cela, ses films historiques comme Chedo, Evitime, Cantiarol ne sont pas des romans, il ne les a pas écrits, alors peut-être qu'il voulait, il n'y est pas arrivé, mais en tout cas on n'a que ses œuvres historiques, ses films. Et puis certains romans n'ont pas été adaptés. Donc il n'a pas fait tout le temps, il n'a pas adapté tous ses textes ou tous ses films, mais c'est vraiment une constance chez lui de reprendre ses propres histoires. Et voilà, et donc ça m'a vraiment intéressé, cet aller-retour, et pourquoi il l'a fait. Beaucoup de raisons. Donc la première, c'est que pour toucher un plus large public, parce qu'en Afrique, comme c'est plus facile de toucher par les images que par l'écriture, ça c'est une première chose, et ça il le dit, et je pense que c'est fondamental, c'est la plus importante. Et puis quand on analyse ces textes, moi je me suis amusée à chercher en fait qu'est-ce qui se passe
Quand La Noire 2 en a la nouvelle, c'est une nouvelle très intéressante et plutôt politique sur le nouveau colonialisme. Et puis, donc vraiment, c'est vraiment un message politique. Et puis, quand on regarde La Noire 2, bien sûr qu'il y a ce message politique contre le néocolonialisme, mais c'est complètement autre chose. Et là, je me suis dit, ah, là, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, c'est la même histoire, mais en fait, ces histoires disent des choses différentes. Et donc, le film a apporté, le texte a apporté l'histoire, et le film a transformé, a apporté autre chose. C'est le même personnage, ça se passe au même endroit, donc c'est vraiment la même histoire, mais il l'a traité tellement différemment qu'il voulait dire autre chose. Et dans La Noire 2, par exemple, c'est la première actrice noire, c'est la voix intérieure, c'est le dialogue, c'est la non-communication. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel et beaucoup moins politique dans le message. Et donc je trouvais que c'était très très intéressant de mettre ces œuvres en miroir et de montrer qu'en fait l'une complète l'autre. Donc ça c'est tout mon travail ce que j'ai commencé là, dans ce livre, de montrer que en fait c'était très important pour lui. Et pourquoi il avait réussi au cinéma? Parce qu'en fait il n'essayait pas simplement d'adapter, mais simplement de recréer une œuvre avec la même histoire. Et donc ça donne une œuvre où on se promène, une sorte de démultiplication, beaucoup de relations entre ces œuvres. Et voilà, donc je pensais à Glissant avec une poétique de la relation. Donc vraiment de faire dialoguer le cinéma et la littérature, ce qui était très 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 important pour lui. Et après tous ces thèmes, c'est vraiment de faire dialoguer les êtres entre eux, quelles que soient leurs conditions et leur origine, et par-delà la couleur de peau, c'était vraiment ce côté vraiment humain. Et donc la deuxième chose qui m'a intéressée dans cette première étude de l'œuvre, c'était vraiment les personnages. Dans ces films et dans ces œuvres, donc 10 et 10, 16 nouvelles, donc c'est vraiment une œuvre très 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 importante. Et il y a une panoplie de personnages qui sont des personnages de l'Afrique moderne, de l'Afrique que Sandel connaissait, qu'il reconnaissait à partir des années 60, parce qu'il est retourné au Sénégal après 14 ans à Marseille. Il est retourné s'installer au moment des indépendances à Dakar, et là il a écrit tout le reste de son œuvre, et donc presque tous ces personnages et toutes ces histoires se passent en Afrique. Donc vraiment, c'était vraiment l'Afrique qui l'intéressait. Et cette Afrique, il le traite de manière très réaliste, surtout dans ses textes. Là, je parle plutôt de sa littérature qui est là. C'est une littérature très très réaliste et qui essaye de comprendre cette Afrique moderne, cette Afrique qui est en évolution après la colonisation, et sans lyrisme, sans idéologie, en parlant de manière la plus réaliste et en essayant de comprendre les mécanismes. C'est la raison pour laquelle je l'ai comparé à Balzac. Donc je l'ai écrit pour un public français. Donc Balzac, ça leur parle. Et c'était vraiment ces personnages qui viennent et qui reviennent et qui montrent que la société est en train de changer, et ces personnages qui sont pris dans ce mécanisme, ces nouveaux processus, et qui essayent de s'en sortir, quelles que soient leurs conditions. Donc c'est vraiment une œuvre très réaliste. Et pour finir, comme disait Alain, c'est une œuvre, plus je la travaille, et je m'y suis replongée l'année dernière, on découvre vraiment à chaque fois des choses nouvelles, des échos, des relations, des clins d'œil, des compléments, et puis vraiment des thématiques qui sont vraiment encore très 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 actuelles. Et c'est ça que je pense qu'Alain voulait dire. On prend, je ne sais pas, Gaynoir, c'est l'indépendance économique, ils ne veulent pas de l'aide alimentaire. Khala, c'est la polygamie qui reste un sujet, mais qui est traité sous le mode de la comédie et de la satire. Donc ça, c'est très intéressant. Et cette nouvelle bourgeoisie, donc cette nouvelle société africaine qui est en place, et là, vraiment s'emmène l'analyse de manière comique, mais très satirique, très critique. Et voilà, et ça nous donne à réfléchir, à comprendre le monde et à comprendre des personnages. Et voilà, donc je pourrais d'autres, les textes
je ne sais pas, le mandat, voilà, le mandat qui est cet homme illettré qui reçoit un mandat et qui est face à l'administration et qui n'y connaît rien et qui se fait balader. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, et ça c'est mon point de vue, c'est qu'il se fait balader par tout le monde, par l'administration issue de la colonisation française, mais aussi par ses femmes et par ses amis. Donc là, il n'y a plus le côté africain, blanc, noir, c'est vraiment le côté, je vais beaucoup parler avec Alain, le côté humaniste. C'est que là, il est baladé par l'administration et par l'hypocrisie de ses amis, la volonté de la pauvreté de ces femmes qui doivent manger. Donc c'est vraiment quelque chose de très très humain. Je trouve que ça dépasse les problèmes africains. Et comme lui disait, je parle localement, donc il parle des problèmes africains, de cette société qui est en pleine changement, évolution. Et puis évidemment, ce sont des problèmes humains qui touchent tout le monde. Donc on peut aussi le lire aujourd'hui, non pas parce qu'on est africain, mais parce qu'on est simplement des êtres humains qui sont conscients et intéressés par comprendre les mécanismes, les vices, hein, et les mœurs et les vertus, comme dirait Balzac, du monde. Et puis la dernière chose, ce sont les femmes. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même, il fait partie des pionniers de la littérature. Hein. Il écrit ses œuvres 56 pour le Joker noir, et donc il fait partie en histoire littéraire, comme on dit, de cette première génération d'écrivains. Hein. Il y en a beaucoup d'autres et de très très grands, mais lui, il fait partie des premiers, des pionniers, comme on dit. Alors on le dit pour le cinéma, on le dit moins pour la littérature, mais j'insiste. Il fait partie des premiers écrivains francophones africains de romans. Et donc il est très important. Et là, ces héroïnes sont des personnages à part entière, très très fortes, et qui vont traverser toute son œuvre. Donc ça, c'est un autre film qui a été beaucoup travaillé. Hein. Les femmes, tout le monde l'a vu. Mais voilà, c'est cette Afrique moderne, actuelle et visionnaire. Je rajouterais... Tu disais visionnaire parce qu'il a senti les tensions. Si vous prenez aussi Gailoir ou Tchedo, les tensions religieuses, hein, l'intolérance, l'extrémisme, voilà. Et tout le temps gardant aussi, en critiquant des traditions africaines, mais aussi en gardant, en essayant d'en voir comment elles peuvent évoluer, comment on peut les garder et comment elles peuvent s'intégrer dans la modernité. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il n'essaye pas de cliver, alors voilà, je vais finir là-dessus, il n'essaye pas de cliver, de séparer, d'exclure, mais plutôt d'essayer de dépasser et de dépasser les clivages et d'être tous ensemble des êtres au monde. Et avec des origines différentes, mais le monde est simplement des êtres humains. Voilà, c'est cet aspect-là qui m'a vraiment intéressée. Et la diversité des genres et des formes, des personnages, et littérature et cinéma, il a vraiment démultiplié, j'ai commencé par ça, démultiplié les formes, les thèmes, les personnages, pour faire une œuvre la plus entière possible et dans laquelle on va cesser de se promener et on découvre encore des choses. Là, j'ai retravaillé sur le Docker noir et sur la Noire 2, j'ai encore découvert des choses que je n'avais pas découvertes. Donc c'est vraiment un jeu de piste que je trouve passionnant. Et Alain, on a l'impression qu'il avait déjà presque tout pensé avant d'écrire. Mais nous, c'est à nous de découvrir comment on écrit. Et donc voilà, donc moi c'était plutôt le côté littéraire. Et donc ces films sont plus connus, je crois, que ces textes, mais je pense que ces textes méritent vraiment qu'on y revienne. C'est des œuvres classiques, mais son langage, sa forme, ses rythmes méritent des études, et je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé. Donc bon, ça viendra. Et ces films, je vais vous laisser la parole, parce que ça, je peux en parler de manière théorique, mais je n'ai pas d'expérience de scène, réalisateur, directeur, comédien. Bonjour, merci Valérie. Oui, la première fois que j'ai entendu parler de ce bel, c'est par un de nos illustres écrivains
Bernard Dadier, qui venait d'écrire une pièce qui s'appelle Monsieur Togolini, parlant de la bourgeoisie en Afrique, et puis toujours cette génération de mise en garde, poser des balises avec nos jeunes indépendances. Et lors d'une tournée africaine, francophone, d'Afrique francophone à l'époque, une très grande tournée, on est arrivé à Ouagadougou, et j'entends parler de la naissance d'un festival, mais pas d'un festival, d'une semaine du cinéma africain. Et je vais donc timidement, je suis plus homme de théâtre, j'avais peur du cinéma, parce que tous les rôles qu'on me proposait, c'était monsieur, il y a bon banania, il y a ceci, le plat est servi. Je n'ai pas été apprendre Molière, Shakespeare et tout pour tenir un plateau sur scène. Du coup, j'avais très peur du cinéma, parce que je n'étais pas, autant je peux jouer le Cid, Laurent Zassio, autant on ne me proposait que des personnages qu'on voudrait un peu caricaturaux. Alors, je découvre à ce moment-là Saint-Bernard. Mais Bernard Dadier m'en avait toujours parlé, j'en avais parlé, je le vois. Il était une petite poignée, certainement il devait y avoir Odel Soumanou, Vera, il devait y avoir aussi Tibike Bassori et d'autres. Il était vraiment une petite poignée au bord de la piscine de l'hôtel Lendé. On est en 1969, c'est assez jeune. Je me suis dit, tiens, tout le monde parlait d'utopie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire un festival dans un pays complètement isolé? Pas la mer, rien. Que du sable. Certains disaient un gros village. On a vu un gros village. Et j'ai entendu Sébastien dire, oui, mais justement l'utopie, si tout le monde parlait d'utopie, vouloir faire un cinéma, un festival dans cet endroit. Mais plus tard, peut-être que je vais quand même comprendre que dans ce qu'ils disaient, eux, c'est en essayant d'atteindre l'impossible qu'on atteint le possible. Et voilà comment moi j'ai vu la naissance du festival. Voilà comment je rencontre Saint-Bernard, que j'appelle papa. Et Bernard Dadier nous disait, comme Valérie dit, il faut lire et relire Saint-Bernard. Tu lis, tu relis le roman. Et puis tu te dis, mais est-ce que j'ai relu, j'avais déjà lu ça? Plus tard, je vais voir des films qu'il fait. Et j'ai suivi pratiquement beaucoup d'éditions à partir des années 71 en Ouaga. Et ce qui revenait souvent, c'est que cette histoire que on ne peut pas faire, un festival ne tiendra pas, et ça tenait petit à petit. Et plus tard, Saint-Bernard me propose et me dit, on va travailler ensemble. Et il me voyait, je le voyais souvent quand il vient en France, je cours derrière lui. Dès que j'ai commencé à faire du cinéma comme acteur, pas comme réalisateur, parce que j'ai commencé très tôt. Et bien, il me donne un scénario à lire. C'était Samory. Il n'a pas été fait. Et quand j'ai lu ce scénario, j'ai été frappé par quelque chose dans son style d'écriture de scénario. Autant on va dire, tel personnage descend du cheval et rentre là, autant lui va décrire tous les détails. C'est-à-dire c'était 3 tomes. Il faisait un film de 6 heures, 2 fois 3 heures. Oui, c'est ça. Des films donc, il y avait 3 tomes. Donc 2 heures chaque. C'était l'ambition.
Mais ce qui m'a frappé quand je lis ce scénario, quand un personnage plante une lance dans le sable, il va décrire même la direction de l'ombre. C'est-à-dire que, à la limite, il disait, si je ne suis plus, mon fils, si je ne suis plus de ce monde, ce scénario est déjà réalisé, le film est déjà réalisé. Tellement c'est écrit dans le détail. Je comprends quelque chose à ce moment-là, de comment on écrit une histoire, non pas le code conventionnel du scénario, mais c'est à la fois comme un roman, mais c'est quand même des images qu'on voit défiler. Ce film, il n'a pas été fait, mais je pense qu'il est fait. Parce que, comme je vous dis, dire si je ne suis pas là demain, ce film sera déjà, il existe. Et puis un jour, il me parle d'un film qu'il doit faire avant, puisqu'il a mis beaucoup de temps à s'occuper de cette histoire du scénario Samori, et que même j'étais un peu réquisitionné. Je suis amoureux des chevaux, ça a dérangé beaucoup de gens à Ouagadougou de me voir à cheval, qu'il paraît que je me pavanais sur le cheval, mais je suis sonéqué, c'est de ne pas connaître nos rapports avec les chevaux. Et il avait commencé à penser au nombre de chevaux, ou les entraîner et tout. Et puis un jour, il vient et dit, je vais faire un film. Un autre film en attendant. Et ce film s'appelle Le camp de Tcharoy. Et je prends le camp de Tcharoy, je lis, et il ne dit rien. Hein. Bon, il y a un personnage très éloquent dans ce film. C'est le seul tirailleur qui est intellectuel, et sergent. Et il me dit toujours rien. Les amis, bonjour. L'orateur en cours est l'acteur, un des acteurs du film Le camp de Tcharoy, sorti en 1988. Il dit, tu vas faire le personnage le plus important, le plus éloquent de mon histoire. Ah oui, j'ai mis le sergent. Il dit, non. Il y a un personnage qui s'appelle Mon Pays. Parce qu'il était muet. Et donc, il y avait un tirailleur sénégal, un tirailleur Côte d'Ivoire, tirailleur Congo, tirailleur Gabon. Mais, donc, personne ne connaissait ce personnage. Il a écrit, mais ciselé comme un personnage. Il me dit, tu es le comédien qui peut faire ce personnage. Il dit rien. Je vais fermer ta grande gueule. Mais tu vas plus parler. Alors, ce personnage, ce qui est intéressant, c'est que tous les tirailleurs sont ensemble. À chaque jour, pour celles et ceux qui ont vu le film, qui est sorti il y a quelques semaines à la Cinémathèque dans le 13e, il s'agit du personnage du muet. Voilà. Il y avait une énorme chose sur ses épaules. Quand on faisait les 40 ou 30 km de Dakar de Tcharoy, où il y avait le décor et la ville, il trouvait le moyen de venir en Angleterre. Il donnait à telle séquence. Et je suis oui, d'accord, mais je suis nulle part, je suis dans le lot. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu penserais? Et lis. Regarde, un tel dit ça, toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, écoute, c'est toi l'auteur. Et il s'arrangeait toujours à écrire le dialogue qu'il aurait pu dire s'il parlait. Voilà pourquoi tout le monde, ceux qui voient le film, se disent, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ça c'est l'Afrique muette. Ton personnage, c'est l'Afrique muette. Et par sa présence, par ce qu'il pense, par ce qu'il ressent, et qu'il va sortir sans grimace, sans gestuelle, c'est ça que je veux. Et je vais vous dire que de la quarantaine de films que j'ai dû faire dans ma vie, c'est l'expérience que j'ai le plus aimée, et dire même que de là, je vais apprendre quelque chose que je redis à mes élèves que moi j'ai formés.
et en Côte d'Ivoire, que le jeu commence là où s'arrête le texte. Voilà ce que le doyen m'a donné, et je vais laisser la parole maintenant aux questions et comment nous avons vécu l'histoire de ce film avec quelqu'un qui est à la fois romancier, metteur en scène, de différence, et réalisateur. Voilà. J'aimerais poser une question après. Je vais poser une question. Voilà, oui, je peux? Ah d'accord, oui, après le monsieur. Ouais. J'ai rendu hommage à mon papa, qui venait des anciens dans les GAFA. Est-ce que je vais t'interroger sur un point? Est-ce que le mot visionnaire peut, à lui seul, récapituler son œuvre artistique? Visionnaire, on parlait du cas de Carole tout à l'heure. L'année prochaine, ça va faire 70 ans, il a été audacieux de faire ce film qui a été interdit en France. Et cette année-ci, Omar Sy a fait plus de 2 millions sur la question de la mémoire. Et jusqu'à présent, on refuse d'accéder aux archives coloniales. 330 personnes qui ont été massacrées par le colon, qui ont échappé aux nazis, et ont été massacrées par le colon. Et il a été courageux de le faire au moment où Senghor était au pouvoir. Senghor était quand même la France-Afrique incarnée. Le deuxième point que je voulais vous signaler par la France à Condola, sa vision, c'est que c'était un anticolonialiste. Dès le départ, au début de la colonisation, il y avait Renaud Dumont qui dit l'Afrique est mal partie. Et lui, à travers Allah, il y avait quelque chose de symbolique. C'est ce qu'on veut dire l'impuissance. Dès le départ, il avait déjà diagnostiqué l'impuissance des autorités publiques africaines. Le troisième point, c'était un nationaliste. C'est-à-dire que tous ces films ont été faits en Wolof. Il y a Boubacar Boris Diop qui actuellement travaille sur la question des langues nationales. Et dès le départ, tous ces films ont été faits en Wolof. Et dès le départ aussi, il a interpellé toutes les valeurs traditionnelles africaines qui sont en train de foutre le camp, passez-moi l'expression, de dignité, d'honneur dont on parlait. Et sur ce point-là, je pense qu'il a été visionnaire. Oui, on peut dire qu'il était visionnaire. Moi, comme je t'ai dit, j'étais un proche, c'était mon père. Moi, je dirais qu'il était habité. Il avait, je ne sais pas, c'est des choses qu'il est très difficile d'expliquer parce qu'on se demande comment il a fait. C'est même pas qu'il a vu, mais comment il a eu l'idée, comment jusqu'à présent, quand il y a ces films qui ont été actuellement numérisés, hein, j'avais des difficultés par exemple à faire numériser La Noire 2. Il y avait une administration folle, c'était l'administration française, il fallait toujours un billet, un papier, etc. C'est un peu le mandat, quoi. Et c'est les États-Unis, c'est Martin Scorsese lui-même qui a écrit pendant des mois, pendant des années. J'essayais de débloquer l'affaire et je n'y arrivais pas. Et Martin Scorsese a écrit une lettre aux plus grandes autorités françaises et le jour même, ça s'est débloqué. Et c'est comme ça que tous les films ont été débloqués. Et je pense qu'il était complètement habité, quoi. C'est quelque chose que peut-être certains vont appeler le talent. Et par rapport au film, par rapport aux langues, je me rappelle quand il réalisait le mandat, il avait fait ça en Wolof et en français. Et il s'est rendu compte que vraiment que la version française, elle sonnait fou. Et donc tous ces films ont été réalisés en langue nationale, en langue parmi les langues africaines. Et effectivement, il a toujours été
anti-colonialiste depuis qu'il était, lorsqu'il est arrivé dans les années 50 sur le port de Marseille. Et il a adhéré à la CGT, au Parti communiste, et il luttait contre la guerre du Vietnam, contre la guerre d'Algérie. Et je pense qu'il a toujours été, il a toujours gardé son cap. Et malgré les difficultés, parce que il y a plusieurs films qui ont été interdits. Il y a Tcheto qui a été interdit pendant 10 ans. Et à la maison, quand on vivait, on avait de grosses difficultés financières. Mais il tenait bon. Il y a Emitai aussi qui a été interdit. Il y a Kame Charoy. Je lisais ses anciennes correspondances il n'y a pas longtemps, lorsque le mandat, lorsque la mort et le mandat sont sortis, il recevait des lettres de menaces de Senghor, des autorités. Donc c'est quelqu'un qui a c'est vrai qu'il a été anticolonialiste, mais je pense que sa principale force, c'est qu'il a été humain. Il était pour le respect de l'être humain. Chaque être humain devait être respecté et accepté. Il disait par exemple que l'Occident, ça m'a beaucoup enrichi, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai besoin d'exister par moi-même. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes le fils... pardon? Vous entendez? Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, moi j'ai vu le Camp de Charoy il y a quelques semaines lors de la rétrospective sur le cinéma à Bercy, donc dans le 13e arrondissement. J'ai adoré. Il y avait donc je crois que c'était un réalisateur français qui était là, qui avait expliqué un peu le contexte dans lequel est-ce que le film s'était tourné et tout. Alors, je sais qu'il a été interdit, monsieur donc l'a rappelé il y a quelques minutes. Moi, je voudrais vous demander, vous êtes son fils, comment est-ce que dans sa tête il a vécu ce blocage? Parce que en tant qu'artiste, quand on crée quelque chose, surtout le cinéma, c'est du travail sur de longues semaines, etc. C'est également donc de l'argent perdu, on va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'il a vécu ce laps de temps avant que le film ne soit autorisé à apparaître en France? Merci. Je ne peux pas vous dire qu'il était de bonne humeur, quoi. Mais disons, pour lui, le cinéma et la littérature, ce n'est qu'un média. D'accord. Lui, ce qui était important, c'était son discours, c'était le respect des valeurs de l'être humain et surtout du Sénégal et de l'Afrique, quoi. Donc ça faisait partie, je pense que ça faisait partie de son combat. Il a toujours été, ça a toujours été quelqu'un une personne de combat, une personne très forte. Il y a Séniki qui parlait tout à l'heure du début du festival de Ouaga. Et à l'époque, il n'y a personne qui y croyait. On disait, attends, Ouaga, ce coin perdu, pourquoi le faire là-bas? Et ils disaient, non, il faut qu'on le fasse là-bas, même si c'est avec des bougies, il faudra qu'on fasse notre cinéma. Absolument. Et donc, c'est vrai, mais il a toujours été dans le combat, toute sa vie. Et donc, c'était quelqu'un de qui avait beaucoup d'énergie, qui était toujours voilà, c'était une sorte de guerrier, quoi. Mais je ne peux pas dire, vraiment, ça l'a beaucoup frustré, parce qu'il aurait pu faire beaucoup plus de films. Mais il est arrivé à faire toute cette œuvre, et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, quoi. Mais je
mais je pense, je me rappelle quand il était, quand j'étais interdit, vraiment, il était souvent de très mauvaise humeur. D'accord. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je suis Angèle Bassolier, critique littéraire, poète et éditrice du Canada. Nous sommes ici avec nos agents culturels. Ma question va s'adresser à M. Sambène et je veux aussi rendre hommage à Sylvie Bakaba, que je connais bien, à son travail et puis parcours notre livre. Et donc, et vous aussi pour le travail que vous faites. J'ai eu la chance d'enseigner le cinéma africain, cours de cinéma africain à l'Université Nouveau-Brunswick au Canada. Et on ne peut pas enseigner le cinéma africain sans parler bien sûr de Sambène. Parce que comme père du cinéma, donc il fallait faire. Et je me rappelle que les étudiants étaient impressionnés. C'est les étudiants canadiens qui n'ont jamais eu affaire avec le cinéma africain. Ils étaient impressionnés par le travail que Sambène a réalisé. Et je voudrais demander à Alain, est-ce que c'est un lourd héritage que de porter le nom Sambène? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, disons, c'est... Ouais, disons, c'est pas facile. Disons, c'était quelqu'un qui n'était pas facile. Et je vais essayer, mais il y a l'émotion qui vient. Donc je me suis dit, écoute, tu es la star, hein, vraiment il était très difficile à vivre, et puis bon, il y avait l'artiste et il y avait l'homme, et ils étaient très différents. Donc on était toujours en conflit, et je me suis dit, bon, je vais faire des études d'ingénieur, comme ça je vais m'éloigner de ce monde. Mais le destin en a voulu autrement. Et depuis qu'il est décédé, j'essaie de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et j'essaie de faire de telle sorte que ces films ne disparaissent pas, ainsi que ces films. Et pour une raison dont j'ignore, j'ai l'impression de rentrer dans ce film. En fait, je les vis, quoi. Par exemple, on a un problème d'héritage. Bon, ça me rappelle, par exemple, Khala. Le problème de mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est le mandat. Faire de telle sorte que son image au Sénégal soit, disons, mettre de l'ordre un peu dans dans sa maison, c'est Guelwaar. Et chaque fois, c'est comme s'il y avait une force qui me rentrait dans qui m'habitait, et je rentrais dans ces films. Et les films que j'aimais avant, qui me faisaient rire, maintenant elles ne font pas du tout rire, quoi. Et voilà, mais c'est pas facile. Mais disons, je me rends compte que chez nous, disons, on était à la maison, on était plutôt, on avait une religion, c'était le cinéma, quoi. On était vraiment des fanatiques, quoi. Matin, midi, soir, on parlait que de ça. Et donc, du coup, voilà, on ne peut pas l'ignorer, quoi. Mais, disons, il a laissé un héritage unique pour l'Afrique, et donc, il ne faudrait pas qu'il disparaisse, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que je peux me permettre... Oui. Bonjour à tous. J'ai découvert les films de Sylvain Tuman et j'ai regardé surtout Khala, qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai aussi intéressé à sa biographie. Je vois qu'il a commencé des
moi, c'est un peu une force de la nature. C'est un modèle dans tous les domaines. Il est très fort. Je vois une force immense, en fait. Surtout avec les moyens de l'époque et tous ces conflits politiques et tous ces enjeux politiques coloniaux et tout. Je pense qu'il est quand même bien réalisé l'impossible pour moi, à mon avis. Je suis juste cinéphile, je suis aussi dans le cinéma, dans l'art, dans la culture, je suis un meilleur de formation. Mais ce monsieur, il me fascine vraiment, il m'a fasciné et je comprends un peu toute la force qu'il a, tout le chantier qu'on peut avoir à remettre de l'ordre dans ses affaires. Parce que c'est vraiment un ouragan. Quand on voit où il part et où est-ce qu'il arrive, malgré les obstacles, les moyens, et je voulais savoir quelle est la raison qui l'a poussé à aller faire sa formation en Russie plutôt que de la faire en Europe de l'Ouest. Pourquoi il est parti en Russie? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à aller faire sa formation là-bas? Et pour moi, c'est très impressionnant de voir les obstacles qu'il a franchis pour aller jusqu'à l'éternité et l'héritage du ciel. C'est vraiment énorme. Je comprends qu'on puisse avoir beaucoup de mal à connaître de l'ordre. Je pense qu'il faut peut-être un siècle pour mettre vraiment de l'ordre et pour comprendre la puissance de son apport dans le cinéma et dans l'imaginaire aussi de la réalité, des réalités du vécu africain. Un cinéma qui n'est pas juste des clichés, mais qui parle vraiment de la réalité et qui apporte des solutions, pousse à la réflexion sur des problèmes au jour le jour, des problèmes concrets de notre réalité. Et ça, c'est vraiment très innovateur, déjà de par l'époque à laquelle il a travaillé et les moyens qu'il a eu à sa disposition pour arriver à ça. Commencer à créer une sorte de une carrière après 40 ans, quand même, à 44 ans. Il y a des gens à 40 ans et disent oh, c'est fini, je peux rien faire. Mais lui il commence après, et malgré cela, il serait peu de temps, il arrive à quelque chose d'énorme. J'interromprai juste pour vous dire, c'est fabuleux ce qu'il a fait au cinéma, mais n'oubliez pas ses textes. Sa littérature, c'est pas simplement un cinéaste, c'est un grand écrivain, et j'insiste pour qu'il ait pu faire les films qu'il a fait. Il était un littéraire, il a écrit les histoires, donc c'est très très important pour comprendre l'homme, pour comprendre ses œuvres, il faut lire ses textes, parce que la littérature, il le dit dans la préface de Galois, il dit il faut vraiment que les cinéastes que les cinéastes de demain soient des littéraires, soient des gens qui connaissent, qui soient cultivés. Et c'était très 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 important pour les nôtres. Là j'insiste un petit peu, mais bon, c'est un point de vue, c'est le mien, mais je pense que pour comprendre l'homme, enfin l'artiste, pas l'homme, pour comprendre l'artiste, il faut vraiment ne le voir que comme un cinéaste. Parce que là, ce serait un peu tombé dans la facilité, je pense, et sa culture, c'était un homme de grande culture, et les images, comme disait Sidiki, la manière dont il écrivait était très très importante, et ça l'a aidé à faire ses films. Voilà, donc c'est vraiment les deux. Quand il est allé à Moscou, je vais laisser Alain en parler, parce que ça, c'est l'histoire familiale, l'autobiographie, mais c'est une histoire connue, pourquoi il est allé en Russie faire ses films. Mais c'est que d'abord c'était cette écriture qui était le plus important pour lui. Et voilà, là ce que je voulais dire, c'est qu'en fait il n'est pas vraiment allé à l'école, parce qu'il a quitté l'école à 12 ou 14 ans, sa biographie, mais voilà. Et en fait c'était un autodidacte, et il a lu énormément. Là, moi je suis en train de travailler plus particulièrement sur ces années de formation à Marseille, donc dans quelques temps vous découvrirez comment il s'est formé intellectuellement à Marseille, mais il a tout lu, tout ce qu'il pouvait lire avant de faire du cinéma. Donc c'est vraiment très 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 important. Donc moi je dirais, voilà, pour les cinéastes, et ça c'est la parole de Sandro, c'est pas la mienne parce que c'est pas, mais il faut se cultiver, il faut être éduqué, il faut réfléchir, et pas simplement à partir d'images. Ouais, d'abord, je veux dire comment il est arrivé à la littérature. Il était docker, dans le port de Marseille, et il y a eu un accident. Il y a eu je pense
il y a un sac qui est tombé sur sa colonne vertébrale et il a été immobilisé pendant 6 mois. Donc il ne pouvait plus être docker. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit, je vais me mettre à la littérature. Et c'est cette force-là qui lui a donné de rentrer dans la littérature. C'était quelqu'un qui aimait énormément lire. Et nous, chez nous, bon, moi j'ai lu beaucoup de ces... Bon, chez nous, c'était vraiment à l'époque, il y avait plein de livres. Hein, et donc ça m'a permis aussi d'apprendre de lire. Donc c'était quelqu'un qui était... Et c'est comme ça qu'il est venu à la littérature. Et il s'est rendu compte rapidement que les Africains ne lisaient pas beaucoup. Les Africains ne lisaient pas beaucoup. Et lui, il fallait transmettre ce message. Et il s'est dit, je veux devenir cinéaste. Coûte que coûte, hein, peu importe. Et donc à l'époque, il était cégestiste, il faisait partie du Parti communiste. Et il a essayé partout d'apprendre le cinéma et toutes les portes étaient fermées. Sauf une, c'était à Moscou. Et c'est comme ça qu'il est allé là-bas. On lui a donné une bourse de 6 ans. Il a dit non, j'ai pas besoin de faire 6 ans là-bas, mais 10 mois me suffisent, quoi. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans. C'est pour ça qu'il est rentré, qu'il est allé à Moscou. C'était une porte qui s'est ouverte. Et c'était la seule porte, en fait. Je crois savoir qu'il a quand même essayé ici et qu'on lui a pu comprendre qu'il était trop âgé pour commencer des études de cinéma. Et je pense qu'il portait déjà en lui cette volonté de montrer une réalité africaine complexe en dehors des clichés. Ça, c'était important. Et dans ce qu'il lisait, justement, il ne trouvait que des descriptions stéréotypées de l'Afrique. Et en parlant du Docteur Noir, justement, il a été inspiré par un roman noir américain. Voilà. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'il y avait tout un bouillonnement en lui. Il fallait que ça sorte. Et maintenant, cet accident, c'était vraiment la chance, quoi. C'était une chance, un coup du destin pour revenir ainsi et qui lui a permis de s'engouffrer dedans et de sortir ce qu'il avait en termes de création, mais surtout de rectification. Je pense que le mot rectification, c'est quelque chose qui va très très bien. Restaurer une vérité, rectifier une image. Merci pour les explications. Concernant le film sur Samori, est-ce que ce texte est disponible quelque part? Est-ce que les gens travaillent dessus? Qu'est-ce qu'il en est vu qu'il y a des pas il va d'ailleurs dire des choses par rapport à ce monsieur qui m'a invité un jour à aller, celui qui me parlait, aller dans une banlieue, dans un foyer, présenter le Kamcharoy. Il y avait quoi, peut-être une dizaine de personnes. Le film, on n'arrivait même pas au milieu, il a fait plus que deux. C'est-à-dire, cet aspect-là, que nous ne sommes pas intéressés nous-mêmes à notre histoire. Et quand c'est Ben Ali, je fais du cinéma, le film, là, il a dit, là, les débats, regarde, que oui, on ne lit pas. On ne lit pas, on vient de dire la même chose, c'est que le cinéma soit comme sous l'arbre à palabre. C'est-à-dire que soit le conteur, à défaut du conteur, dans la tradition du cinéma, va permettre peut-être de faire passer certains messages. Et ça m'amène à dire quelque chose de Saint-Ben que je respecte énormément, mais il fallait du courage. C'est qu'il a fait le Kamcharoy entièrement avec l'Afrique.
Il n'y a pas un centime qu'il attendait de l'Europe dans ce film. Et c'était très panafricaniste. Pourquoi? Il a fait une distribution où il y avait Congolais, Nigériens, Ivoiriens, Sénégalais. Il tenait absolument à faire un film réellement panafricain. Et que le Nord, l'Afrique du Nord n'était pas du reste. La caméra, oui, le caméraman était, le chef opérateur était algérien. Le film a été monté, je crois, en Tunisie ou au Maroc. La script était marocaine. Toute l'Afrique était là, sauf l'Occident. Et ça nous donne quoi? Ça donne à ce que ne doit pas surprendre que quand le film a eu un prix à Venise, a eu le lion d'argent, le lendemain, notre journal, si je parle là en tant que Français, notre journal le plus progressiste qui était Libération, a titré Sembène rentré par la grande porte, il sort par la petite porte. Et on a dit que cette année-là, le lion n'a pas rugi, mais il a miaulé. Après, on attendait salut. Aucun distributeur ne voulait pas de ce film. Et pendant 10 ans, moi j'ai fait pas mal de choses avec Medondo pour essayer de faire en sorte que ce film puisse sortir. On n'en voulait pas en France. C'est le cinéaste, comment il s'appelle déjà, le réalisateur français, oui, c'est Lelouch qui a pris le prétexte de présenter des films de Sembène, un hommage à Sembène. Et il a glissé le camp de Tcharoï là. Et Medondo personne avec moi, on partait de foyer en foyer pour dire à notre communauté, allez-y voir le film. S'il y avait 3 Africains dans la salle, c'était le maximum. Voilà, c'est un sérieux problème que je soulève. Alors que là, en Afrique, en revanche, le camp de Tcharoï, les gens cassaient les portes des cinémas, tellement c'était plein. Toute l'Afrique, parce qu'il a réussi à nous expliquer tous, Ivoiriens, et comme c'était des gens qui parlaient le petit français qu'on dit des tirailleurs, mais chacun nous parlait avec son accent et sa particularité de la maîtrise de la langue française, de dire, bon, ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire le français avancé, c'est-à-dire que, ça fait partie du succès que le camp de Tcharoï. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas sorti en France. D'ailleurs, il le dit dans une interview il n'y a pas longtemps, que non, il ne fait pas de cinéma pour l'Occident. Hein. Il le fait d'abord avant tout pour son peuple. Et ça, je peux dire, ce film, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et tous les pays, ce film, il vient de passer à Conakry il n'y a pas longtemps. Il y a quelques 2-3 semaines, le film repasse. Et depuis que le tirailleur est sorti, les gens veulent voir maintenant le retour des tirailleurs. Ça, je tenais absolument à ce qu'on tienne compte de ça. Il n'est pas nobliste dans sa manière de traiter le cinéma, de s'adresser au monde, tant dans ses romans que dans son cinéma. C'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Si on retrouve dans les textes de Sembène d'autres écrivains et d'autres écrits, oui. Bon, le premier c'est Maquet, Banjo. On est en train de, oui, beaucoup. Surtout les auteurs écrivains. Je retrouve, voilà, j'essaie de retrouver. Il est inspiré. Alors, je vais le dire différemment, l'intertextualité c'est très intéressant, c'est comme ces miroirs qui se répondent et on écrit autre chose. Et donc, moi par exemple, j'ai beaucoup parlé de Camus, je retrouve beaucoup d'inspiration camusienne, pas de l'inspiration, mais d'écho. Alors voilà, l'intertextualité ce sont des échos et des miroirs. Beaucoup avec Camus.
l'humanisme de Camus, c'est le personnage de docteur dans l'Harmattan, c'est le docteur, donc le docteur noir c'est le condamné à mort, hein, c'est l'étranger. J'ai beaucoup aussi parlé de Kafka dans le mandat, hein, c'est une aventure kafkaïenne, de Kafka. Donc dans les écritures, ça reste à faire. Avec Mackay, on est en train de travailler dessus, il y a beaucoup de choses avec Banjo, les auteurs noirs américains, et Richard Wright aussi, le Native Soul. Donc là, voilà, c'est plutôt les noirs américains à cette époque-là qui l'ont plutôt inspiré, parce qu'il essayait de se, par rapport à la négritude, par rapport à son mort, il fallait s'en détacher. Donc il est vraiment contre cette écriture-là. Donc il faut plutôt aller chercher du côté des Nord-Américains, des Américains. Mais pour les inspirations, je dirais, j'insisterai, c'est vraiment, il a tout lu et tout l'a inspiré, il a pris vraiment ce qui l'intéressait. Et on peut retrouver, je dirais, des auteurs du monde entier dans ces textes. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté sur la littérature, c'est vraiment ce qui la nourrit. Et en fait, ce travail reste à faire, je pense, pas de voir comment il a copié, hein, mais comment il s'est inspiré et puis comment il en a fait son propre style. Je voulais aussi terminer pour monsieur là, qui était très intéressé. J'ai beaucoup parlé de littérature, mais en fait, là, si vous voulez découvrir un petit peu le cinéaste Sambel à Dakar, ce livre vient de sortir sur les grands cinéastes africains. Et le deuxième, là, c'est Sambel avec toute son histoire, avec des photos inédites et essayer de comprendre le cinéaste. Ça, c'est vraiment le cinéaste. Mais sur la littérature, il faut lire ses romans, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Merci beaucoup. Les amis, voilà, c'était la conférence donc avec le fils du réalisateur, écrivain Sabed Ousmane, voilà, Alain, voilà. Donc c'est le salon africain sur Paris. Voilà, un coucou à Instagram. Alors, hop. Ouais, je dis que le film Camp Charogne en France, c'est précieux de la transparence à Dakar. Coucou à tous. Voilà, les amis, cette conférence donc se termine. Je vous dis donc à très bientôt. Merci encore, à bientôt.